OK, donc ce soir, on va parler de l'exercice physique dans le cas de myasthénie et l'étude MIA-X. Donc, pour me présenter, donc moi, je suis là, entourée dans le cercle en vert, là. Dans la photo, il y a quelques collègues de mon laboratoire, là où je travaille. Donc, c'est le laboratoire de physiologie et d'évaluation neuromusculaire qui se situe à l'Institut de myologie à la Pitié-Salpêtrière. Donc, je suis kinésithérapeute et chercheuse. Alors, moi, j'ai un accent, certes légère, mais quand même, parce que je suis australienne de Melbourne, qui est la sud-est de l'Australie, vous voyez dans la carte. Donc, d'abord, je vais vous présenter quelques informations de la littérature scientifique sur l'exercice et la myasthénie, des résultats de quelques travaux que nous avons faits au laboratoire, et puis vous expliquer l'étude MIA-X. Donc, juste parce que parfois, il faut être sûr de quoi on parle parce que il y a des choses qui se chevauchent, qui sont similaires. C'est important de juste donner quelques définitions pour qu'on soit tous sur la même page, qu'on comprenne bien de quoi on parle. Quand on parle d'exercice physique, c'est vraiment une activité qui est structurée, planifiée, répétitive, volontaire, active, avec pour but l'amélioration ou l'entretien de la forme ou la santé et la santé. Tandis que l'activité physique, c'est tout ce qu'on fait avec notre corps quand on bouge. Voilà, c'est tout mouvement qui est fait par nos muscles squelettiques qui requiert une dépense d'énergie. OK, donc c'est se lever, aller marcher, prendre le bus, faire du repassage, se laver, se coiffer, n'importe quoi. Mais ce n'est pas forcément programmé dans le but d'améliorer notre santé. OK? C'est juste, on bouge parce qu'on bouge, parce qu'on a besoin d'aller de A à Z pour le travail ou autre. Mais ce n'est pas parce qu'on dit, tiens, j'aimerais bien améliorer ma force musculaire ou ma santé, donc je vais faire ça. OK? Ce n'est pas forcément régulier, même si c'est les choses qu'on peut faire tous les jours. Ce n'est pas le même but. Il y a aussi ce qu'on appelle le comportement sédentaire ou la sédentarité. Donc, quand on parle de la sédentarité, c'est uniquement quand on est éveillé. Donc, bien sûr qu'on est sédentaire quand on dort, mais un comportement sédentaire, c'est vraiment quand on est éveillé. Et c'est caractérisé par une faible dépense énergétique en position assise ou allongée. C'est pas non plus... on n'est pas en train de ne rien faire parce que si on est assis dans un canapé et on lit un livre, on fait quelque chose, on est actif, mais on est assis et on est sédentaire. Pareil, si on travaille assis sur l'ordinateur ou on est au téléphone, par exemple, assis, on est actif, on est éveillé, on est actif, mais on est sédentaire. OK? Donc, on peut avoir des vies chargées tout en étant sédentaire. OK? Mais c'est important parce que ça a un influence sur la santé. Et quand je parle de myasthénie ce soir, ça inclut la myasthénie auto-immune, le syndrome de myasthénie congénitale et le syndrome myasthénique de Lambert-Eaton. OK? Donc, juste pour expliquer un peu plus le comportement sédentaire et activité physique. Donc, c'est un peu sur une échelle, on peut augmenter en intensité. On peut parler de différentes intensités d'activité physique. Donc, si on commence ici, côté gauche, sédentaire, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, là, ces images, les personnes sont assises, donc soit assis, soit allongées, mais les deux images, la dame, elle est active, elle est sur le téléphone, là, elle travaille. Après, on peut parler de l'activité physique d'intensité légère. Donc là, cette personne, elle est debout. Les deux sont debout, d'ailleurs. Donc, elles sont actives. Il y a le muscle squelettique qui travaille, il y a une dépense énergétique, mais il n'y a pas d'essoufflement et ni transpiration. Quand on fait plus activité physique d'intensité modérée, donc marcher ou promener le chien, on peut aussi faire du vélo lentement. On a un essoufflement modéré. On peut toujours converser, ça c'est possible, et en transpiration modérée.
Après, on peut avoir une activité physique de haute intensité ou activité physique vigoureuse. Et là, du coup, c'est beaucoup plus vigoureux, du coup. C'est la course à pied, ça peut être le sport, selon le sport que la personne va pratiquer et selon l'intensité. Et à ce moment-là, il y aura un essoufflement, un fort essoufflement. La conversation, ça va être difficile et transpiration abondante. OK? Donc, c'est important parce que ces différents types d'activités ont des incidences différentes sur la santé et puis aussi sur nous. Et aussi, on va voir tout à l'heure, certains sont possibles dans certains cas et pas possibles dans d'autres cas ou plus difficiles. OK? C'est important de pouvoir mesurer ces différentes intensités et, et repérer ces différentes intensités d'activité physique. OK? Au niveau, du coup, pour résumer un peu, pour introduire un peu l'exercice de myasthénie, on peut dire que historiquement, tout le monde, le corps médical a toujours dit qu'il ne fallait pas faire de l'exercice, OK, avec une myasthénie, avec beaucoup d'autres maladies aussi, avec plusieurs maladies neuromusculaires, d'autres maladies neurocentrales, OK, qu'il était contre-indiqué de faire de l'exercice. Mais aujourd'hui, ce dogme évolue beaucoup dans plusieurs maladies et dans la myasthénie également. Aujourd'hui, dans la myasthénie, je dis la myasthénie, mais c'est les myasthénies, il n'y a pas encore de recommandations claires établies ou publiées. Mais on a tendance à dire aujourd'hui que pour une maladie qui est stabilisée, donc quand je dis stabilisée, ça va peut-être pas aller plus aux myasthénies auto-immunes, mais maladie stabilisée, donc pas en poussée ni en crise, mais ça ne veut pas dire asymptomatique. OK? Donc, on peut avoir une maladie qui est stable, mais il y a quand même des symptômes. OK? On a tendance à dire... attends, il y a quelqu'un qui a le microphone. Excusez-moi. Du coup, on a tendance à dire que si vous allez commencer à faire de l'exercice, il faut que ce soit progressif et jamais d'un coup. Et on dit ça pareil aux maladies. C'est toujours mieux de faire de façon progressive et jamais beaucoup d'un coup. OK? Parce que je vais vous présenter quelques données de la littérature, je voulais juste qu'on soit sur les mêmes pages par rapport aux terminologies. Quand on parle des études interventionnelles, ce sont des études où il y a une intervention qui est faite sur la personne qui n'est pas dans la prise en charge habituelle. Donc, on ajoute quelque chose, OK? Que ce soit un médicament, une thérapie comportementale ou, par exemple, exercice, OK? Ça s'appelle une étude interventionnelle. Au contraire, il y a des études non interventionnelles ou observationnelles. Là, on n'ajoute rien. C'est les actes pratiqués ou les produits utilisés qui sont de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle. OK? C'est comme si c'est à un instantané, c'est comme si on prenait une photo de la personne, du groupe des personnes à un moment donné. On n'ajoute rien d'autre. On ne change pas. Mais on évalue quand même. Après, ça peut être longitudinal, donc on peut avoir un suivi et donc évaluer à plusieurs reprises sans qu'on ajoute quelque chose. Après, on peut avoir des études de synthèse ou des revues, on les appelle des revues. Ce sont plus des résumés, normalement de la littérature, mais ça peut juste être aussi quelqu'un qui fait un résumé sans forcément avoir pris en compte toute la littérature sur un sujet. Donc, il n'y a pas forcément il n'y a pas d'expérimentation propre dans cette étude-là. Après, normalement, il se base sur la littérature où il y a des études qui ont eu l'expérimentation. OK? Donc, c'est important juste de savoir, du coup, quand on dit review, c'est les études de synthèse, c'est des résumés. Il y a plusieurs types. Donc, il y a des revues narratives où c'est pas très... Il n'y a pas de méthode. Donc, c'est quelqu'un qui écrit sur un sujet, on va dire, OK, de manière simple. Et tandis qu'il y a une revue systématique, il y a une question qui est clairement définie, il y a un protocole standardisé et explicite, et il y a une analyse critique. OK, donc c'est au niveau
quality, c'est supérieur. Okay? Mais après, les deux apportent quelque chose. Une review narrative peut être intéressant, mais ça n'a pas forcément les mêmes valeurs scientifiques. Donc, pour vous montrer un peu la littérature mondiale sur le sujet, je regardais ce qui existe aujourd'hui et dans le passé sur la myasthénie et l'exercice au niveau études interventionnelles. Donc, c'est là où on ajoute quelque chose. On a envie de changer quelque chose et on propose une intervention aux participants. Donc, je mets myasthénie auto-immune tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'études interventionnelles, en tout cas de ce que je trouvais en faisant ma recherche, donne le syndrome myasthénique de Lambert-Eaton ni le syndrome myasthénique congénital. Donc, ce n'est pas que j'ai une préférence particulière, c'est juste qu'il n'y avait pas. Donc, je suis désolée à ces personnes-là. Du coup, on peut voir à gauche les chiffres, donc 0 à 3, c'est le nombre de publications, OK? Et les années sur l'axe X, sur l'horizontale là, OK? Les années où les études ont été publiées. Donc, on peut voir, donc, il y a une publication en 93, OK? Ensuite, 2000, une publication, 2001, donc je continue, 2005, OK? Ensuite, donc, ça a commencé, on va dire, peut-être tard, en 93. Après, il y avait une petite pause. Après, ça a continué. Une publication, peut-être tous les 2 ans, encore plus, 5 ans. Et puis, 2 publications en 2017. Pareil, 2 en 2018. Et puis, en 2021, 3 publications. Donc, comme je vous ai dit, en SMC et Lambert-Eaton, je n'ai pas trouvé. OK? Donc, ce sont des études interventionnelles. Quand on regarde les études de revue, donc les résumés, les synthèses, donc il n'y a pas d'expérimentation propre, donc il n'y a pas de sujets, il n'y a pas des patients, des malades dedans, c'est quelqu'un qui écrit sur le sujet, soit basé sur leur expérience clinique, soit basé sur les études qu'ils ont lues, elles ont lues, ils font des commentaires. Et donc là, on voit pareil, sur le côté gauche, le nombre de publications, donc soit 0, soit 1, soit 2, et les années sur l'axe horizontal. Et puis en bleu, j'ai mis les publications qui concernent plusieurs maladies neuromusculaires, donc pas que la myasthénie. Donc vous voyez, il y a 3 où il y a myasthénie, auto-immune pas encore, et d'autres maladies neuromusculaires. Donc ce n'est pas ciblé sur la myasthénie. Par contre, en vert, ces revues-là, ces études, ces résumés ou des études de synthèse, ils ciblent que la myasthénie, mais en l'occurrence que la myasthénie auto-immune. Donc en 2013, on a 2 publications, 2016 une, 2020 et 2021, tous les deux une étude publiée. Et pareil, quand je regardais, je n'ai pas trouvé pour SMC ni Lambert-Eaton. OK? Donc, pour conclure sur ça, par rapport à la littérature scientifique et l'exercice physique et la myasthénie, bon, mis à part le fait que je suis désolée qu'en SMC et Lambert-Eaton, je n'ai pas trouvé, il n'y a pas. Je trouve que quand même, c'est globalement positif dans le sens qu'il y a de plus en plus d'intérêt. Moi, je trouve ça important parce qu'il faut commencer quelque part et il y a de plus en plus d'études. OK? Donc, ça ouvre la porte parce qu'on apprend, chaque étude nous fait avancer. OK? Donc, c'est important. Mais, comme vous voyez dans l'image, il y a quand même beaucoup de chemin encore à faire. OK? Et surtout dans les autres myasthénies, mais encore dans les myasthénies auto-immunes, on n'a pas forcément toutes les réponses non plus. Et du coup, j'ai mis aussi encore des questions pas résolues. Comme voilà, je vous présente ce soir, je me suis dit je vais au moins vous présenter quelque chose que nous avons fait, une étude que nous on a menée au laboratoire. Donc, juste pour vous rappeler l'activité physique, donc c'est tout mouvement corporel, ok? Et c'est une manière, c'est important parce que c'est ce qu'on fait dans la vraie vie. Parce que quand on parle de l'exercice physique, c'est souvent des efforts à un moment donné,
comme on a dit tout à l'heure, structuré, planifié, programmé. Mais dans la vraie vie, on fait beaucoup de choses aussi. Et donc, c'est important aussi de connaître ce qu'on fait dans la vraie vie parce que ça apporte beaucoup pour la santé. Donc, nous, on a voulu savoir est-ce que les gens avec une myasthénie, comment ils bougeaient? Est-ce qu'ils faisaient beaucoup d'activités quotidiennes ou pas? Est-ce qu'ils faisaient moins que la population générale? Est-ce que c'était différent? À quelle intensité? Donc, on s'intéressait, c'était notre questionnement. Pour évaluer la quantité d'activité physique, on peut utiliser des questionnaires, donc les interrogatoires. Donc, souvent, c'est des échelles qu'on peut répondre avec un stylo. C'est des papiers, on coche, on note. Mais souvent, ils nous demandent de remplir pour la semaine précédente. Donc, il faut se souvenir ce qu'on a fait le dimanche dernier. Est-ce que j'ai fait, est-ce que je marchais 20 minutes ou 30 minutes le matin, l'après-midi? C'est difficile après le fait de se souvenir de tout ce qu'on a fait. Est-ce que j'ai fait le vaisselle, ça m'a pris une demi-heure, 5 minutes? Qu'est-ce que j'avais fait comme plat? Est-ce que j'ai épluché 20 pommes de terre ou 5? C'est quand même pas évident de savoir est-ce que les enfants, il fallait que, ah oui, je suis descendue les escaliers et puis j'ai oublié le manteau ou le sac, il fallait que je remonte, mais combien de fois j'avais fait ça? Est-ce que, je me souviens pas, est-ce que le bus s'est arrêté avant, donc il fallait que je descende? Donc voilà. Ces questionnaires, ils sont quand même intéressants parce que c'est mieux que rien, mais il y a une réelle source d'erreur parce qu'ils sont peu précis et ils sont assez subjectifs parce que parfois, on peut imaginer qu'il y a des gens qui veulent faire plus, donc ils vont penser qu'ils en font plus. Et au contraire, il y a des gens qui sous-estiment leurs activités. Donc, une manière plus objective de mesurer l'activité physique au quotidien, on peut utiliser ce qu'on appelle les accéléromètres. Donc, c'est des dispositifs électromécaniques qui mesurent les forces d'accélération. OK, et aussi le positionnement. Donc, on peut savoir si quelqu'un est assis, allongé, debout, si quelqu'un est en train de courir ou marcher, parce que comme ils mesurent les forces d'accélération, ils peuvent mesurer l'intensité de l'activité physique que la personne fait. Donc, du coup, et également, ils peuvent mesurer le temps sédentaire. Donc, le temps où la personne est assise ou allongée et qui ne fait pas forcément beaucoup de mouvements. Okay? Ou à une intensité tellement légère que c'est considéré sédentaire. Donc, il y a plusieurs types. Annie, est-ce que tu vois quand je mets la flèche ou pas? Oui, Tu on vois la voit la flèche? flèche. Ok, Oui, tout à fait. Oui, très bien. oui. Du coup, là, c'est deux exemples. Celui-là, c'est comme un montre qu'on met sur le poignet. OK? Et celui-là, c'est un petit appareil qu'on met sur le dos. Donc, je vais vous montrer. Nous, on a utilisé celui-là. Ce petit carré qui est assez fin et très léger. Donc, ici, c'est attaché avec une ceinture élastique autour de lombaire. Et donc, les participants, ils ont porté ça pendant 7 jours. Nous, on a inclus dans nos analyses 33 femmes avec une myasthénie auto-immune généralisée et stabilisée. Donc, voilà, ils n'étaient pas en poussée ni en crise, mais elles étaient quand même symptomatiques. On a comparé les résultats à 60 femmes sans myasthénie du même âge, OK? Pour pouvoir voir s'il y a une différence avec les personnes sans myasthénie. Alors, on avait 6 jours, au moins 6 jours d'enregistrement, au moins 12 heures par jour, OK? Donc, ça veut dire que, parce que cet appareil n'est pas imperméable, donc elle ne pouvait pas le porter dans la douche, ni la piscine, tout ça. Donc, elle ne pouvait pas le porter 24 sur 24. Donc, nous, on a voulu au moins 12 heures d'enregistrement par jour et pendant la journée. Donc, on a analysé entre 7 heures et 23 heures. Et ce qu'on a trouvé, c'est que sur ce graphique-là, vous voyez en rouge, ce sont les femmes avec une myasthénie, et en bleu, ce sont les témoins, donc les contrôles, donc c'est les femmes sans myasthénie. Et on voit que les femmes avec une myasthénie sont plus sédentaires que les femmes sans myasthénie. OK?
Pas de beaucoup, mais c'est quand même significatif. Donc, c'est suffisamment pour que ça soit différent et que ça ressort, elles sont plus sédentaires. OK? Et c'est environ 11h30 heures par jour du temps éveillé, en principe éveillé. OK? Ensuite, si on regarde au niveau de l'activité physique, donc là, c'est juste toutes les activités au quotidien qu'on peut faire. Donc, pareil, c'est en rouge, c'est les femmes avec une myasthénie. En bleu, c'est les femmes témoins. Et on peut voir que quand on regarde l'activité physique légère, d'intensité légère, il n'y a pas de différence, il n'y a pas la petite étoile. Ça veut dire que même s'il y a une tout légère différence au niveau statistique, ça ne ressort pas. Donc, il n'y avait pas de différence. Donc, les femmes avec une myasthénie ou sans myasthénie, il n'y avait pas de différence dans la quantité d'activité physique d'intensité légère qu'elles faisaient. C'était pareil pour l'activité physique d'intensité modérée. Donc, juste pour vous donner quelques exemples. Donc, léger, ça peut être juste la station debout, stretching doux, faire la vaisselle, repassage, s'habiller, se coiffer. OK? C'est tout ce qu'on fait tous les jours. Donc là, il y avait autant d'activités physiques d'intensité légère faites par les deux populations. Et pareil, pour l'activité physique modérée, ça peut être de marcher, porter une charge, faire du vélo lentement. Quand on regarde l'activité physique d'intensité haute intensité ou vigoureuse, c'est la même chose. Donc, courir, faire une randonnée, sac à dos ou faire du sport à une haute intensité, on voit que les femmes avec une myasthénie, donc encore la même chose en rouge, elles faisaient beaucoup moins que les femmes sans myasthénie. Quand on regarde, en fait, un indicateur, en fait, dans la recommandation d'activité physique mondiale, il conseille les gens de faire au moins de 150 minutes par semaine d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse. Donc, on combine les deux pour comprendre, pour savoir mieux, pour savoir plus sur cette activité physique cumulée d'intensité modérée et vigoureuse. Et on voit aussi que les femmes avec une myasthénie faisaient moins que les femmes sans myasthénie. Mais ce qui était intéressant, c'est que dans les recommandations jusqu'à il y a un an, il fallait que cette activité physique d'intensité modérée à vigoureuse, il fallait que ce soit en tranche de 10 minutes minimum. OK? Donc, du coup, nous, on a regardé, est-ce qu'elles font de l'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse on continue pendant 10 minutes ou pas? Et en fait, on a trouvé que non, les femmes avec une myasthénie faisaient beaucoup moins d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse en tranche de 10 minutes. Si vous voyez ici, quand c'est cumulé, n'importe si, là, ils additionnent toutes les minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est clair, mais là, c'est que l'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse au minimum 10 minutes à la fois. Ce qui peut-être n'est pas surprenant parce que ça veut dire que peut-être maintenir cette intensité d'activité physique, une durée de 10 minutes, ce n'est pas évident pour les femmes avec une myasthénie. Donc pour nous, c'était intéressant et important de démontrer parce que je pense que en parlant avec des personnes, on sait bien que les gens, ils ont besoin de se reposer, faire une pause, qu'il y a certaines personnes qui peuvent faire des activités, mais qu'ils ont besoin de faire une pause. Et donc ça nous démontre objectivement le fait que le seuil de 10 minutes était très difficile. Quand on regarde, on a pu évaluer ces femmes aussi ici en clinique, en consultation, donc avec le score myasthénique. Donc, je ne sais pas si vous êtes peut-être un peu éparpillé en France, mais en tout cas, souvent en Île-de-France, le score myasthénique est utilisé par les neurologues, par les médecins, pour évaluer la sévérité de la maladie. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a les bras tendus devant vous. Vous êtes allongé sur le dos avec les jambes dans l'air. Il faut se lever du lit.
il faut soulever la tête du lit, il regarde les yeux, le paupière, le mouvement des yeux, la mastication, la déglutition, la phonation, et vous avez un score sur 100. Et en fait, du coup, plus le score est élevé, mieux vous êtes. Donc, la myasthénie est considérée moins sévère. Et moins le score, si le score diminue, plus ça diminue, plus la myasthénie est considérée sévère. Et ce qu'on a trouvé, c'est que quand on a corrélé ces scores à la quantité et l'intensité d'activité physique, on a vu qu'il n'y avait pas de corrélation. Donc, la quantité et l'intensité d'activité physique qui étaient pratiquées dans la vie quotidienne n'étaient pas du tout corrélées avec la sévérité de la maladie. Donc, on se dit qu'il doit y avoir d'autres choses qui influencent l'activité qui est faite par les personnes avec une myasthénie. Ça ne veut pas du tout dire que ça ne joue pas un rôle du tout. C'est pas ça du tout. C'est juste que peut-être il y a d'autres choses qui rentrent en jeu aussi, qui est possible. Hein. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas les réponses et on aimerait bien savoir parce que il y a une forte demande de programmes d'exercice pour les personnes avec une myasthénie. Mais pour pouvoir répondre à cette demande, on a besoin de savoir de quoi vous avez besoin exactement. Est-ce que c'est un encadrement? Est-ce que c'est un programme? À quelle intensité? Combien? Pourquoi? À quel moment de la journée? Ou avec des personnes seules? Il y a beaucoup de questionnements autour de ça. Et afin de pouvoir proposer des choses, il faut qu'on sache plus. Et donc, ce qu'on voulait savoir, c'est que quels sont les besoins et quels sont les facteurs qui empêchent et au contraire, les facteurs qui motivent davantage la pratique d'exercice physique. Il y a juste une discussion si... alors, des SMC spécifiquement, peut-être je vous répondrai après, je pense. Donc, quand on regarde dans la littérature sur d'autres maladies, on voit qu'il y a beaucoup de facteurs intrinsèques et extrinsèques qui sont, excusez-moi, j'ai perdu mes mots, qui influencent la pratique d'exercice physique. Ça peut être au niveau intrinsèque chez les personnes, ça peut être la motivation, le savoir-faire, les symptômes de la maladie ou d'autres symptômes. La peur, ça peut être aussi les facteurs extrinsèques, les facteurs environnementaux, l'accès à une salle de sport, à des baskets ou des tenues, le temps, alors les obligations familiales ou professionnelles, est-ce qu'il y a un soutien de la part de la famille ou du corps médical, la socialisation. Donc, il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer dans ces choix que nous, on voulait un peu savoir plus afin de pouvoir à la fois proposer des choses et adapter et puis poursuivre dans la recherche les choses qui sont plus pertinentes pour vous, pour pouvoir avoir des réponses plus claires et plus adaptées. Donc, c'est pour ça on a construit l'étude MIA-X qui est une collaboration entre moi, Annie du groupe d'intérêt myasthénie de l'AFM et puis Christian Deveau qui est au niveau de la direction des actions médicales de l'AFM. Et le sponsor, c'est l'AFM Téléthon qui nous finance dans cette étude. Et du coup, il s'appelle l'étude MIA-X. Et donc, avec cette belle image, je remercie infiniment un des équipiers du groupe d'intérêt de myasthénie pour nous avoir fait cette affiche. Et le but, en fait, l'idée, c'est d'explorer les barrières et les facilitateurs à la pratique de l'exercice physique. Donc, c'est pour les personnes atteintes de myasthénie auto-immune et surtout, pas surtout, mais pareil, c'est comme on a vu dans la littérature aujourd'hui, les personnes avec une syndrome myasthénique congénitale et le syndrome myasthénique de Lambert-Eaton sont un peu oubliées, ou en tout cas, on connaît peu de choses. Justement, on voulait essayer d'apporter un peu d'informations
à propos des personnes atteintes de SMC et Lambert-Eaton également. Et ça concerne les personnes que en France. Donc, les objectifs sont d'identifier des facteurs intrinsèques et extrinsèques à l'individu qui sont susceptibles de limiter ou de favoriser sa pratique d'exercice physique. Et des objectifs secondaires sont d'explorer les liens entre ces déterminants à la pratique de l'exercice physique et les caractéristiques personnelles des individus, leur qualité de vie, l'impact de la maladie et la fatigue. Au niveau de la méthodologie, il s'agit d'une étude non interventionnelle, donc c'est observationnel. Donc nous, on ne va pas changer les choses chez vous, on ne va pas proposer une intervention, on veut simplement juste comprendre et savoir. Donc c'est comme une photographe de vous aujourd'hui, ok, sans l'image bien sûr, mais pour récupérer les informations. Donc c'est une enquête qui est en ligne. Nous avons passé par un avis de comité d'éthique avec, on était approuvé. Donc, en France, c'est très, très réglementé. Donc, vous êtes très protégés. La durée de réponse pour chaque personne, c'est environ 30 minutes. Et vous pouvez répondre soit sur ordinateur, soit sur smartphone, soit sur tablette, selon ce que vous préférez. Pour participer, il faut avoir 18 ans, vivre en France, avoir une myasthénie auto-immune ou un syndrome myasthénique congénital ou un syndrome myasthénique de Lambert-Eaton. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend que vous répondez à l'enquête. Donc, en une seule fois, de manière la plus honnête possible. Il n'y aura pas de jugement. On cherche simplement à connaître. Et tout est anonyme. On ne peut pas savoir qui vous êtes. Donc, vous répondez, on ne sait pas qui vous êtes. C'est pour ça qu'on vous demande d'être la plus honnête possible. On n'a aucun moyen pour vous retrouver ou vous retracer. On n'enregistre pas l'adresse IP, rien. Tout est vraiment confidentiel et anonyme. Alors, une fois que vous avez répondu, alors on vous demande de répondre jusqu'au bout pour que ce soit le plus complet possible. Une fois que vous avez répondu, et on vous remercie infiniment, on vous demande de diffuser autour de vous. Parce que plus on a de réponses, plus on pourra répondre et agir. C'est difficile de publier des études avec très peu de sujets. Donc, on aimerait bien vraiment comprendre mieux les maladies, les avis, les avis sur l'exercice physique ou la ressenti. Et plus on a de personnes, plus on pourrait avoir des idées plus claires et mettre en avant vos avis, vos vécus. Donc, comment ça se passe? Il y a un lien pour cliquer dessus. Alors, ce lien se trouve donc devant vous là, mais vous pouvez trouver ce lien sur le groupe d'intérêt myasthénie de l'AFM, sur le blog du groupe d'intérêt, sur le Facebook du groupe d'intérêt, sur le site de l'Association des Amis, sur le site de l'Institut de myologie, sur le site de l'AFM, sur le site de Philnemus. Prochainement, on va afficher ces informations dans les lieux de consultation, dans les centres de référence. Et si tout ça, ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez nous contacter et on peut vous passer les liens ou vous pouvez nous contacter avec des questions et on sera ravis de répondre si on peut. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Et mon adresse mail et le mail de Annie est sur le site du questionnaire de l'étude MIA-X. Voici une capture d'écran du première page de l'étude. Donc, vous avez un peu d'informations, mais pas toute l'information, mais c'est un petit résumé des informations importantes. Pour avoir le note d'information, il y a deux endroits. C'est marqué ici en cliquant ici et plus bas, note d'information. Les deux endroits, vous pouvez cliquer dessus pour
avoir le PDF d'une note d'information que vous pouvez télécharger et sauvegarder et garder pour vous ou pas. En tout cas, afin de répondre au questionnaire, il vous demande d'avoir pris connaissance des informations contenues dans la note d'information. Donc, la note d'information, je vais vous le montrer, c'est assez long. Donc, ce que moi, je vous propose, c'est si vous aimez lire toutes les informations de note d'info, peut-être télécharger la note d'info, prenez le temps de le lire, et puis dans un deuxième temps, retournez faire les questionnaires. Mais faire deux à la fois, c'est peut-être trop, sauf si vous survolez un peu la note d'info. Je vais vous montrer un peu les informations qui sont dedans. Donc, du coup, une fois que vous avez lu la note d'info, vous avez pris connaissance des informations, vous cliquez sur « Oui » ici, et ensuite, il faut cliquer sur « Suivante » en bas. C'est pas entouré. En ce qui concerne le note d'information, voici les premières pages. Donc, il y a les informations, il y a les titres de l'étude, nos informations, nos adresses mail, il y a l'objectif, je vous en ai informé tout à l'heure. Les conditions de participation, il faut avoir 18 ans, vivre en France, voilà, avoir une demi-asthénie. Ensuite, vous avez la durée de l'étude, les bénéfices attendus. Donc, il n'y a aucun bénéfice direct attendu pour vous, mais l'idée, c'est que ça contribue à les avancer dans la recherche et puis à construire des programmes d'exercice dans l'avenir qu'on pourrait envisager. Comme c'est non interventionnel, il n'y a pas de risque pour vous. Il n'y a pas non plus d'indemnisation. Il y a aussi tout un paragraphe ou deux paragraphes sur tout ce qui est RGPD, confidentialité. Donc, tout ça, si ça vous intéresse, il y a toutes les informations là-dedans. OK? La dernière partie d'une note d'information, c'est les informations sur l'arrêt de l'enquête, les utilisations, comment on utilise les informations, la communication des résultats. Donc, bien sûr, nous, on prévoit de publier et diffuser les résultats quand ça va être fini, quand on aura analysé les données. Surtout, il y aura le congrès qui va s'organiser en France en juin par le groupe d'intérêt myasthénie. Et voilà, ça va être publié. Mais si jamais, vous pouvez nous contacter pour les résultats ou sinon, il y a une adresse ici, vous pouvez écrire pour avoir les résultats. Il y a aussi, si jamais au cours de remplissage, vous ressentez la nécessité d'échanger avec quelqu'un, il y a un numéro vert, vous pouvez appeler 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et voilà, les dispositions réglementaires. Donc, tout ça, c'est la note d'information. Donc, vous voyez, c'est assez long. N'hésitez pas à le télécharger et le regarder avant de répondre au questionnaire. Ensuite, donc, une fois, vous avez cliqué sur la note d'information. Vous l'avez vu, vous l'avez mis « Oui ». Ensuite, vous mettez « Suivante ». Et là, vous allez voir le questionnaire. Donc, il y a 4 parties du questionnaire. Il y a une première partie sur les informations sociodémographiques, deuxième partie sur les informations de la myasthénie et la santé, votre myasthénie, votre santé. La troisième partie sur l'exercice physique et la quatrième partie sur l'impact de la myasthénie. Il y a des questions diverses, choix multiples ou quelques questions ouvertes, mais la plupart sont des questions fermées, oui, non. Il y a aussi des questionnaires validés au niveau scientifique, afin de pouvoir faire des corrélations avec les données. En haut du questionnaire, il y a le temps, le pourcentage de remplissage. Donc, vous allez pouvoir savoir combien vous avez déjà fait et combien il reste à faire, OK, tout au long du questionnaire. OK? N'oubliez pas, à la fin du questionnaire, de valider. Vous serez rédigé vers le site du groupe d'intérêt de myasthénie. Donc, là, vous êtes à 89%. Il vous demande, on a un questionnaire sur la fatigue. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez l'accepter, ça vous prend moins de 5 minutes. Vous mettez « Oui », vous cliquez sur « Suivante », vous remplissez le questionnaire fatigue et à la fin du questionnaire fatigue, vous validez en cliquant sur « OK ». Là, vous êtes à 100%. Vous cliquez sur « OK » et puis vous êtes redirigé vers le site du groupe d'intérêt myasthénie.
Si jamais vous cliquez sur No pour le questionnaire fatigue, vous cliquez sur Suivante et vous êtes tout de suite redirigé vers le site du groupe d'intérêt myasthénie. Donc, c'est important pour nous que vous validez jusqu'à la fin du questionnaire pour avoir toutes les réponses. Moi, je voulais vous remercier à tous d'avoir été là, d'être là et de votre intérêt. Et en tout cas, cette enquête MIA-X est vraiment importante pour nous et je pense pour vous aussi. Et donc, l'idée vraiment, c'est si vous pouvez répondre, ça va durer, on avait prévu 6 mois, donc vous avez le temps, mais le plus vite, le mieux c'est, quand vous avez le temps. Que vous pratiquez ou pas, que vous pratiquez un peu ou beaucoup, vous êtes tous bienvenus. Et voilà, il n'y a pas du tout de critères par rapport à l'activité physique ou l'exercice physique. Et quel que soit l'âge aussi. Tout à fait. Sauf pour les jeunes. Oui. Moins de 18 ans, et c'est tout simplement, il y a quelqu'un qui n'est plus là et qui m'a écrit en direct pour leur enfant. C'est tout simplement une question de réglementaire. C'est difficile, malheureusement, c'est difficile d'inclure les enfants dans ce genre d'études. C'est pour ça. Sinon, bien sûr, c'est aussi intéressant d'avoir des informations des enfants aussi. Mais c'est déjà difficile, assez difficile comme ça avec les comités d'éthique. Donc, c'était vraiment pas possible d'inclure les enfants.